celle de l'articulation avec les mouvements sociaux. Et moi, j'aime bien répondre à chaque fois avec ce que la matière empirique, les expériences montrent. Les femmes de Greenham Common, qui est vraiment le camp de la paix, le mother of all peace camps, hein, la mère de tous les camps de la paix, démarré en 1981, terminé en 2000, et elles ont finalement eu gain de cause. Elles se sont très souvent alliées à d'autres mouvements, et notamment ceux autour des mines sous Thatcher, donc avec la fermeture des mines, il y avait des alliances qui se faisaient avec nous. Donc nos frères sont sur les mines, nous sommes ici et nous combattons en parallèle, côte à côte. Mais donc pour dire, ces articulations, elles sont totalement possibles, mais à chaque fois que je les ai vues, ce sont des articulations autour de territoires à défendre, de combats et de luttes assez concrètes, et où des alliances sont tissées, où on déclare publiquement que nous sommes des alliés et on se prête un coup de main, et on va avoir aussi tout l'appareil idéologique pour dire qu'au fait, il s'agit de la même chose. Et là, je voudrais juste dire qu'une écoféministe, à mes yeux, elle est une écoféministe, Maria Puig de la Bella Casa, elle parle de solidarité divergente. Et je crois que cette multiplicité, elle est fondamentale. C'est à chaque fois d'où tu parles, qu'est-ce que tu reclaimes, qu'est-ce que tu récupères, et à partir de là, nous allons pouvoir travailler ensemble. La même chose entre les black féministes et les white féministes. À partir du moment où tu me dis d'où tu parles, quelle est ton histoire et donc aussi ton futur, parce qu'il y a cette question de l'horizon. L'horizon, c'est évidemment de récupérer tout ce qu'on aurait perdu, de travailler comme Starhawk, elle travaille sur la permaculture en ville et tout ce que ça amène comme changement culturel. Moi, ça c'est un horizon futur, mais c'est passé par un passé présent. Voilà. Mais donc à chaque fois, ces solidarités divergentes, on va se mobiliser en solidarité avec. Et donc, ça permet des articulations autour des droits sociaux. Puis, je ne vais pas tout reprendre, j'ai des avis un peu sur tout. Je pensais à l'assignation, mais on va laisser ça de côté pour un autre moment sur les sociétés traditionnelles, peut-être que toi. Alors, les sciences, effectivement, il faudrait qu'on en reparle. Les années 70, dans les années, pas qu'aux États-Unis, aussi en France, c'est vraiment une remise en question. Le nucléaire a été une remise en question, évidemment, du rôle de la science. Qu'est-ce que la science est en train de nous fabriquer? Donc, c'est toutes les campagnes d'action directe contre la Livermore Laboratory et aussi la Abalone Alliance, etc. Mais il y a eu Survivre et Science, ou Vivre et Survivre, c'est exceptionnel, cette revue est exceptionnelle, d'une remise en question par les mathématiciens de l'utilisation de leur modèle, donc en France, de l'utilisation de leur modèle. Tous les écologies politiques, que ce soit, j'ai travaillé dans les archives d'Ethiopia, toutes les écologies politiques ont démarré par une remise en question de ce qu'étaient en train de fabriquer les scientifiques. Alors, de deux choses l'une. Est-ce qu'on est anti-science pour autant? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Donna Haraway, pour moi, c'est une écoféministe et elle revendique la science. Au même moment, dans les années 70, début 80, il y a aussi toutes ces éthologues, ces physiciennes qui disent « Nous voulons une science de la libération, pas une science qui soit à chaque fois celle qui consolide l'establishment et le statu quo. » Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de renouveler les sciences de l'intérieur? Nous voulons d'autres sciences. Pas que des sciences terrestres, pas que des sciences éthologie féministe. Haraway a beaucoup travaillé là-dessus, Vinciane Després aussi. Donc il y a un amour de la science, mais nous ne lâcherons pas. Là aussi, il y a du reclaim à faire, parce que vous n'allez pas nous avoir, science ou pas science, et donc soit on n'accepte pas, alors on doit tout laisser tomber, soit on accepte, et alors on doit tout prendre. Pas du tout. Art du discernement. Il y a des choses qui se passent en science que nous trouvons absolument essentielles.
entre parenthèses, je suis quand même à l'université, j'enseigne aussi un tout petit peu l'amour de la science, alors il faut voir de quelle science on parle, et c'est exactement ça le point. Donc, venir critiquer la révolution scientifique, c'est venir critiquer comment elle a eu lieu au détriment de tant de peuples avec Francis Bacon, la colonisation et tout ça, où tant de choses ont été éliminées des laboratoires. Et c'est pour ça que la science est si cruciale. C'est celle-là qui a permis l'extractivisme, etc. Bon, on pourrait continuer, mais donc je crois vraiment, ne vous laissez, si l'écoféminisme vous intéresse d'une façon ou d'une autre, ne vous laissez pas avoir avec cette histoire de ce serait anti-scientifique. C'est faux, 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 faux. C'est absolument faux. Donc vraiment, allez les lire, intéressez-vous à ce qu'elles font et vous allez voir que la connaissance, la factualité des histoires, c'est absolument essentiel pour elles. C'est le moteur de ce qu'elles font. Merci, je suis entièrement d'accord. Je voudrais juste dire deux choses. C'est que c'est extraordinaire qu'on ait à connaître toute cette naissance des mouvements écoféministes dans les pays anglo-saxons dans les années 70-80. Ils ont été longtemps inconnus en France. Les femmes qui se sont battues en Angleterre, ça a été un combat en même temps que le Larzac en France, à peu près d'une dimension et d'un retentissement identique. On n'en avait pratiquement pas entendu parler, sauf des personnes très engagées dans des milieux très particuliers. Donc c'est salutaire et c'est très bien. Cependant, je pense qu'il faut restituer aussi ces idées de mouvement écoféministe dans des pays du Sud aussi, où là, je ne sais pas où c'est né, peu importe, on s'en fiche, mais je pense en particulier à tout ce qui s'est fait en Inde, autour, alors, la figure de proue, c'est Vandana Shiva, mais il y en a bien d'autres, et ça a été des combats contre la déforestation, le mouvement Chipko, qui était extraordinaire, et c'est pas anti-science, c'est une physicienne, hein, Vandana Shiva, c'est une physicienne. Bon, donc, c'est pas du tout... bon, voilà, je tiens à le dire parce qu'elle ne se revendique pas comme telle, mais il faut le dire quand il y a des préventions éventuelles. Bon, c'est elle qui a été à l'initiative des banques, des semences. Donc là aussi, c'était bien une préconscience que la vie, la pérennité de la vie est menacée. Bien. Et il se trouve que c'est beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans ces combats. Voilà. Et que ça a nourri aussi une réflexion écoféministe. Pourquoi justement dans ces combats-là, on retrouve beaucoup de femmes? Et c'est pas au nom d'une nature féminine, c'est pas du tout au nom d'une essence féminine, mais c'est peut-être au nom d'une construction, là pour le coup, historique, sociale et politique, qui fait que les femmes ont été construites, pas naturellement, comme plus attentives à ce qui est de l'ordre de la vie. Et beaucoup plus réfractaires à tout ce qui est de l'ordre de la mort et de la destruction. Encore une fois, ce ne sont pas des chromosomes, ce n'est pas une nature, c'est une construction, c'est une domination qui se retourne contre les dominateurs. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est ce retournement. Alors, je suis amusée quand même d'entendre deux interventions sur l'utilité de la machine à laver. Je plaisantais, moi aussi j'ai une machine à laver, je plaisantais sur Moulinex qui libère la femme. Bon. C'est pas à ce niveau-là. Et sur la référence aux sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas les problèmes des sociétés traditionnelles. On connaît les problèmes de sociétés hyper-industrielles, hyper-modernes, qui, du fait de leur hyper-industrialisation, etc., risquent de nous conduire à des catastrophes majeures. Ce n'est pas des problèmes de sociétés traditionnelles. Elles ne se posaient pas le problème. Les sociétés traditionnelles ne se posaient pas le problème de la pérennité de la vie. Aujourd'hui, on se pose cette question-là. C'est la conséquence, non pas de la société traditionnelle, mais de la modernité, de l'hypermodernité, de l'hyper-industrialisation jusqu'à l'industrialisation de la vie. Donc il ne s'agit ni d'un retour, ni d'une référence à la tradition, ni de... C'est pas du tout ça. Non, mais en revanche,
qu'on puisse trouver une inspiration aussi dans des histoires de peuples qui peut-être ont su conserver ce que la modernité a détruit. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que la modernité a détruit aussi. Elle a détruit, elle a apporté, elle a détruit. Qu'on retrouve certaines de ces mémoires. Alors sur la division production-reproduction, bien sûr qu'aujourd'hui, ceci est complètement rediscuté, cette séparation entre la production et la reproduction de la force de travail. Bon, il n'en reste pas moins que pour tout un féminisme, cette dualité entre la production et la reproduction de la force de travail, ça reste, les femmes étant des victimes finalement, vouées à la reproduction infinie, identique de la vie, et ceci reste dévalorisé. C'est aussi, c'est pas qu'une question de femmes, c'est aussi aujourd'hui une nouvelle réflexion sur la nature. La nature n'est pas inerte. Pendant longtemps, on a pensé la nature inerte, passive, quasiment morte, de la matière morte, etc. Bon. Là aussi, la vision qu'on a de ce qu'est la Terre, de ce qu'est la nature, elle a changé. La Terre n'est pas morte, c'est un organisme vivant aussi, qui subit des modifications extrêmement importantes. C'est pas une matière malléable. Enfin bon, bref, ces représentations-là aussi ont changé, et du coup, il y a moins de dévalorisation par rapport à cela. C'est pas la reproduction du même, pas du tout. Hein, donc, alors que c'était ça qui était associé aux femmes. Hein. C'était l'immobilité, la reproduction d'eux-mêmes, le cycle de vie, l'incapacité au mouvement. Hein, c'était le fameux cycle de la vie et de l'immobilité. Donc je crois que toutes ces représentations sont bousculées aujourd'hui. En tout cas, il ne s'agit pas ni d'un retour, c'est une réponse à des problèmes très contemporains que n'ont pas connus les générations précédentes, nos générations précédentes, ni les peuples traditionnels. Okay. La question du nucléaire, des OGM, de la biodiversité, bon, voilà. Et c'est la même chose en Afrique. Il y a des écoféminismes en Afrique comme il y a des écoféminismes en Amérique latine. Ah oui, le patriarcat. Oui. Quelqu'un va répondre. Réponse sur le patriarcat. Vamos a tirar al patriarcat. Je voulais juste faire un commentaire sur la dernière question qui a été posée par le camarade. Il n'y a pas un mouvement écoféministe, mais bien des mouvements écoféministes et des mouvements qui ne se disent pas nécessairement écoféministes, mais qui dans leur pratique et dans leur narrative pourraient être qualifiés comme tels. Et pour répondre à la question de comment est-ce que donc ces écoféminismes peuvent s'articuler avec d'autres alternatives, c'est que les féminismes et les écoféminismes, dans leur approche transversale, justement, contribuent à d'autres alternatives systémiques que Geneviève a déjà mentionnées, comme les communs, le buen vivir ou même la décroissance, à travers leur narrative et leurs pratiques féministes, donc les pratiques d'assemblée, de l'écoute attentive, la politique du soin et de l'affect, et de la dépatriarcation de nos espaces, de nos pratiques et de nos narratives, y compris en fait dans les milieux dits plus progressistes entre guillemets. Con la pregunta sobre la justicia que hacía el compañero, dos comentarios, y lo voy a situar en experiencia argentina, que es de donde vengo. La justicia en Argentina es lo que avanzó la democracia, avanzamos en los derechos humanos, pero el poder judicial es lo que más difícil ha sido lograr democratizar. Voy a poner dos ejemplos. Una mujer quechua, migrante en Argentina, su nombre es Reina Maraz, fue acusada de un episodio de violencia, condenada a cadena perpetua, estuvo más de 2 años presa
y sus únicos asistentes legales o abogados que el Estado proporcionaba hablaban español y ella no habla español. Más de 2 años presa con una condena perpetua sin poder expresar en su lengua originaria que ella era inocente y era inocente. ¿Quiénes la liberaron? A Reina Marás, el movimiento feminista en Argentina, porque se hizo una cadena de sororidad y solidaridad con abogadas feministas para poder asistir el proceso judicial. Ese es un caso. El segundo caso vinculado con las defensoras de la tierra y los recursos naturales. Hay innumerables causas de acoso judicial y de criminalización de defensoras de la tierra en Argentina contra las petroleras, contra el señor Benetton, que como otros grandes terratenientes tienen gran parte de la Patagonia argentina. Y el proceso judicial, además de ser largo, áspero y tedioso, es profundamente racista y clasista porque concurrir a una audiencia desde un territorio lejano cuesta dinero y no hay una asistencia estatal para presentarse a la justicia. Sin embargo, la causa avanza porque esas mujeres, por defender sus territorios, pueden ir presas. Entonces, la cuestión de los lenguajes y del idioma y al mismo tiempo del proceso judicial las excluye permanentemente de poder defenderse. Y esta es la situación que tenemos en Argentina en la actualidad. J'ai oublié de dire, Françoise d'Aubonne peut être considérée comme une décroissante, comme une précurseur de la décroissance. Quelqu'un posait la question, je sais plus. On peut se donner encore un petit quart d'heure.